Salut les amis, aujourd'hui je suis à la ferme Terre de Sens Bermerie dans le Nord Pas-de-Calais avec Simon qui a récupéré le corps de ferme de ses parents. Mais Simon qui n'est pas tout seul, il va nous expliquer tout ça. Salut Simon. Salut. Ça va? Ça va. Alors où est-ce qu'on est ici? Quelle est l'histoire du lieu? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors du coup on est dans le bocage de l'Avesnois, donc dans le sud de l'Avesnois. C'est une région traditionnellement d'élevage et on a décidé en 2017 de créer une association pour essayer de ramener des gens sur la ferme avec des journées collectives, essayer d'avoir le plus de monde possible sur la ferme. Et au fur et à mesure des journées collectives, il y a une équipe qui s'est formée avec moi pour essayer de reprendre la ferme familiale. Et voilà, maintenant on est 5 à travailler sur la ferme et mes parents sont en transmission, donc c'est plutôt une affaire qui s'est bien menée. La ferme à la base, elle était en polyculture élevage, grande culture. Grande culture, donc c'est-à-dire voilà. En production, pour vulgariser, vous faisiez Polyculture des élevage, vaches laitières, du lait, du blé pour la paille aussi pour les bovins et du maïs pour les bovins. Et après on avait aussi le verger. Mon père il a toujours eu un verger de pommes poires parce qu'on est une région qui traditionnellement faisait de la pomme et de la poire en vente directe. Vous savez que les arbres fruitiers c'est ma passion, donc on va aller le voir juste après. Hein. Ah oui, on peut aller voir le verger. Ouais. Trop bien. Ouais. Traditionnellement, c'est ce que faisaient tes parents. Toi, Oui. tu as grandi là-dedans, du coup, j'imagine que tu les aidais déjà à faire ça. Ouais, après moi j'ai quitté le monde agricole et je suis revenu sur le tard et je ne m'attendais pas à m'installer sur une ferme et c'est vers 29 ans que je suis revenu sur la ferme. On avait déjà créé l'asso pour essayer de refaire du lien sur la ferme, on avait déjà creusé mais bénévolement, on ne réfléchissait pas à s'installer professionnellement. Tu faisais Et quoi avant avant je travaillais à Emmaüs, mais j'étais sur une ferme collective qui s'appelle la ferme de Moyenbry, qui est un très beau projet aussi, où ils accueillent des détenus en fin de peine. Et donc j'étais déjà encadrant maraîcher, c'est là-bas que j'ai roulé ma bosse pour créer l'atelier maraîchage bio ici. Ok, super. J'étais encadrant maraîcher 6 ans là-bas. Et là-bas aussi j'ai découvert tout ce qui est animation et la gouvernance partagée. J'ai été coordinateur facilitateur de l'équipe et c'était une équipe en gouvernance partagée. Et du coup en revenant ici je voulais mettre ça en place aussi, c'était une de mes fibres en revenant sur la ferme de mes parents. Essayer de rendre accessible le métier d'agriculteur et ramener des paysans qui ne seraient jamais installés agriculteurs s'il n'y avait pas le collectif qui les soutient et qui leur donne un peu confiance. Tu es revenu ici quand tu avais 29 ans. Ouais. Du coup, c'était il y a combien de temps? Ouais, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, donc Ouais. c'est tout neuf ici en fait pour toi, Ouais, le retour ici. Je suis en parcours d'installation, donc je suis même pas encore installé. T'es même pas encore installé? Ouais. T'as une formation agricole quand même? Oui, j'étais ingénieur agronome à la base, Ok, d'accord. mais rien à voir avec ce que j'ai fait après. Donc. Dans ton ancien lieu, t'as découvert le maraîchage, t'en faisais pas avant? Non, Ok. j'ai découvert là-bas, ouais. Et donc depuis ici, vous continuez de faire de la laitière, vous avez Ouais. toujours le verger, Ouais. vous continuez la grande culture, Ouais. et vous avez le maraîchage en plus en fait. Et Quentin a converti le verger en bio aussi. Ok. Le projet avance petit à petit. Là, il y a en conversion du coup le verger, c'est la nouveauté. On est passé à du pâturage tournant dynamique, donc Ouais. ça veut dire du changement de pâture 2 fois par jour. Il y a une transition écologique et territoriale qui se crée avec plus de ventes directes et plus de changements dans nos pratiques, mais à la vitesse d'une ferme, quoi. Le maraîchage, vous êtes en bio aussi. Ouais, là j'ai démarré direct en bio parce que c'était ce que je connaissais, ce que je savais bien faire. Du coup, pour qu'on arrive à se faire un ordre d'idée, parce qu'il y a quand même énormément de cultures qui sont faites ici, vous avez quelle superficie et combien d'hectares sont attribués à quelle activité? Alors ici on a 80 hectares, dont environ un tiers en pâturage, avec les haies qui vont avec, 2 tiers en grande culture, avec un tiers en maïs actuellement et un tiers en blé. Et on fait un peu de betterave sucrière. Et après on a 1,5 hectare en verger pomme poire et le maraîchage sur 0,5 hectare, 0,6 hectares. Ok, donc 5000, 6000 m², quasiment tout est en face de nous et t'en as une autre partie. Ouais, là il y a 0,4 hectares, il y a une autre partie là-bas de 0,2 hectares. Est-ce qu'on commence par parler du maraîchage du coup, parce qu'on est à côté? Comment tu travailles ici toi? Alors du coup ma spécificité c'est que on a créé 3 AMAP avec tout le travail avec les gens pour essayer de se réapproprier le paysan comme un paysan de famille, comme le docteur de famille, et qui se disent ah bah ça c'est mon paysan, ça c'est notre ferme. On fait pas de vente au détail et on vend que des paniers avec les 6 à 8 légumes de saison chaque semaine et les gens signent pour 1 an ou 6 mois. Et après, on va livrer les paniers à chaque période, quoi. Après, D'accord. le maraîchage, il tourne aussi beaucoup avec les journées collectives, mais ça date de l'époque de l'association. Donc tous les mois, on a une trentaine de bénévoles qui viennent découvrir c'est quoi le maraîchage. Et on finit par un gros repas dans la cour. Donc ça, c'est un peu le côté essayer de faire la ferme, un peu comme à l'époque de la fête de la moisson. Il y avait beaucoup d'événements, des coups de main, il y avait un lien fort entre les gens et la ferme. Bien sûr. Et du coup, le maraîchage, je ne mécanise pas beaucoup aussi grâce à ces journées collectives. Maintenant, les journées collectives, c'est vraiment un lieu où les gens, ils faisaient ça bénévolement chez eux et maintenant ils viennent et chacun partage son truc. Mais le maraîchage, c'est un peu l'idée de base qui a poussé d'autres personnes à créer des ateliers sur notre ferme dans l'association Terre de Sens Bermerie. Simon, tu me disais qu'ici vous êtes en mise en tension dynamique. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Tous les ans, on fait un temps fort de 3 jours, on fait le bilan de l'année, les ambitions de l'année à venir et le plan d'action de l'année à venir. Et en fait, selon les bénévoles qu'on a et l'atmosphère qu'on a, eh ben, on laisse les choses s'exprimer et du coup, le projet, il bouge tout le temps, quoi. Tu veux dire que les gens qui viennent
à la ferme peuvent vraiment proposer leurs activités, leurs compétences et changer le modèle économique? Ça, c'est sur Terre de Sens. Terre de Sens, en tout cas, ça bouge très vite. C'est une asso qui s'approprie la cour de ferme. Genre cette année, il y a eu Valentine qui a décidé de faire des fromages. Voilà, on a bougé tous les trucs. Quand on passe à la dimension de la ferme, là, ça commence à être un peu plus long. Mais en tout cas, il y a des réunions pour venir proposer et réfléchir ensemble à tout ça. Là, il y a Quentin qui nous a rejoint. On va aller voir le verger. Mais juste avant, on parlait maraîchage. Tu disais que seulement, vous proposez 6 légumes aux Amapiens chaque semaine. 6 à 8. 6 à 8. Ouais. Donc là, en ce moment, en planche de culture, là, je voyais des pommes de terre. Ouais. Il y a quoi là-bas? Des courges. Des courges. Juste après, il y a la serre à tomates, il y a les céleris. Derrière les céleris, c'est toute la parcelle d'oignons, ail, échalotes. Derrière, il y a une serre à courgettes, aubergines, poivrons. Sachant que la grosse zone de l'été, elle n'est pas ici, elle est de l'autre côté de la ferme. Là-bas, on était à l'étroit et on était plein sud et on a vu qu'on était plutôt mal exposé pour le maraîchage. Du coup, on a décidé de faire la deuxième parcelle ici. Là, je suis obligé de rebondir. Tu dis plein sud, c'est mal exposé pour le maraîchage? Ça dépend. Pour les tempêtes, on a le vent d'ouest aussi tout le temps. Ah, c'est par rapport à votre vent ici. Ici, on a le vent d'ouest qui est coupé. Ouais. Les tempêtes, c'est ce qui me fait le plus peur pour les serres. Ok. Donc là, comme vous le voyez, très beau verger. C'est très dense. Ce verger, déjà, il a la particularité d'être très bas. Donc, c'est des arbres de bastige. Tu sais sur quoi c'est greffé? C'est sur des pommiers francs. Ah bon. Après, ça a été fait il y a plus de 30 ans. J'étais pas né. Ouais. Il y a 32 ans exactement, le verger. Il est plutôt sur la fin de sa carrière, on va pas se mentir. La façon dont on taille les arbres, en fait, ça permet d'avoir une fructification qui n'alterne pas. Donc qu'on ait à peu près la même quantité chaque année. Et ça permet aussi d'avoir des pommes plus grosses, enfin en avoir moins, parce que si on le laisse faire, en fait, ça fait comme les pommiers haute tige. Et du coup, on a plein de petites pommes qui sont bonnes aussi, mais en fait, elles sont pas très vendables, quoi. Donc nous, on vend de la pomme à croquer. Donc en gros, tous les ans, on taille à partir de janvier, quoi, jusque normalement fin mars, fin avril. Du coup, verger de bastige, il y a quelle surface? Combien d'arbres? Alors, il y a 1,38 hectares exactement. Il y a 18 rangées comme ça de pommiers, en fait. Avec une centaine par rangée, sauf qu'en fait il y a 6 rangées de la Delstar, et la Delstar ça fait énormément de bois, du coup on en a coupé un sur 2. Donc en gros au lieu d'en avoir tous les 1,50 m à peu près, on en a tous les 3 mètres. Après on a 100 mètres de poirier, et là du coup on a fait plusieurs variétés, donc il y a 6 rangées Delstar, c'est plutôt pomme fin septembre quoi, mi-septembre, fin septembre. Il y a 5 rangées de Jonah Gold. Jonah Gold, c'est plutôt vers octobre en fait qu'on les a, et c'est celles qui conservent le mieux. Elles sont bien sucrées, donc en fait quand on fait un jus, ce qui est bien c'est qu'on a plusieurs variétés, et du coup le fait d'avoir la Jonah Gold, ça fait un jus un peu plus sucré quand même. Parce qu'en dernier recours, on a 7 rangées de Boskop, et là les Boskop du coup c'est un peu plus acidulé. Après on a les poiriers, donc on a Conférence, on a surtout Conférence, une bonne centaine d'arbres, et 5-6 poiriers de doyenné pour avoir un peu de diversité. On a aussi des pommiers Ackmen un peu partout. On a peut-être, en fait, il y a des poteaux à chaque fois qu'on voit plus parce que c'était pas censé tenir aussi longtemps. En fait, souvent on fait un verger, c'est 15-20 ans. Ah oui. Pour que ça garde sa bonne productivité. Nous, on l'a gardé, donc on a fait une taille pleureur et donc on rallonge en fait, on taille sur les branches petit à petit. Est-ce que tu peux nous le montrer en in situ, quoi, qu'on se rapproche d'un arbre et que tu nous montres exactement comment tu as travaillé Là, on a un bon exemple deux pommiers en un. C'est-à-dire deux pommiers en un? Ouais, enfin 2 façons de tailler, parce que là, en gros, on a la branche qui part du tronc. Et là, on a plusieurs branches qui repartent. Donc là, elles redescendent. Et c'est là où on va tailler pour qu'il n'y ait plus que 2 branches comme ça, pour pas qu'il y ait des branches les unes sur les autres. Après, il y a la théorie et la pratique, forcément. La théorie, c'est tu as le tronc, après tu as des branches qui partent comme ça. Et il faut qu'elles soient en hauteur d'au moins 50 cm les unes en dessous des autres, pour pas qu'elles cachent trop la luminosité en fait, les unes aux autres. En gros, qu'elles soient en étoile, 6 en mode ou parapluie qu'on dit. Vu que c'est des bastiges, en fait, on est censé les supprimer à une certaine hauteur. Et là, en fait, il y avait une tête qu'on a laissé pousser. Et là, en fait, ça se voit, c'est que quelques années, quoi, même pas 3 ans, quoi, 3-4 ans. Ça fait comme ça au départ, en fait. Voilà, si on n'agit pas, là-dessus, on n'a pas agi, en fait. Là-dessus, t'as pas agi, donc ouais, là, c'est vrai que ça monte peut-être à quoi, 4 mètres, 5 ouais. mètres. Et du coup, qu'est-ce que tu vas en faire? Et normalement, on aurait dû couper à 3 mètres à peu près. Les pommes, après, elles font pencher les branches vers le bas. Et donc, on taille tout en haut pour pas que ça monte plus haut. Et après, on taille les branches sur le tronc parce que c'est un plus jeune arbre, quoi. Du coup, je vulgarise 2-3 trucs et tu me coupes, n'hésite pas à me couper si je dis des conneries. Pourquoi on taille pour pas que ça monte trop? C'est tout simplement pour faciliter la récolte. Hein, là, on peut récolter facilement à la main. Et pourquoi on essaie de faire pendre les branches? C'est parce qu'en fait, plus une branche elle monte vers le haut, plus elle va faire du bois, plus elle va pencher, descendre à l'horizontale, plus elle va faire du fruit. C'est ça?
C'est ça. Il y a plus de 50 ans, en fait, l'Avesnois, c'était la région à pommes, quoi. Il y avait des pommiers dans les pâtures, mais c'était des pommiers haute tige, et ils récoltaient avec des grandes échelles. Donc c'était vraiment dur, quoi. Ouais. Maintenant, les pommiers haute tige, c'est pour faire du fruit. Donc ils les font tomber tout en même temps, il n'y a pas de souci. Nous, les pommes à croquer, on doit les cueillir une par une, on doit faire attention à bien enlever la queue, pas la casser, enfin tout ça. Du coup, eux, ils faisaient ça avant, sauf qu'ils montaient en échelle, tout en haut. Et donc il y a peut-être 30-40 ans, on a commencé à inventer les basses tiges. Il y a beaucoup moins de vergers dans l'Avesnois qu'avant. Et forcément, les hautes tiges, c'est vraiment que pour du jus maintenant, parce que il y a les normes de sécurité aussi, et puis c'est l'évolution, quoi. Tu parlais des hautes tiges pour le jus. Ouais. Mais là, a priori, sur la ferme, vous faites pas mal de jus aussi. Ouais, tout au long de la saison, en fait, on récolte en fin août pour les acmènes, les pommiers qui pollinisent et qui font beaucoup de fruits. Et jusque fin octobre, voire début novembre, on récolte des pommes à croquer. Donc on vient, on les teste selon leur taux de sucre et leur maturité, enfin leur coloration, tout ça. On vient, on fait une série de cueillettes pendant un jour sur telle variété, parce qu'il y a 4 grosses variétés, on va dire, en pommier. Et donc petit à petit, on voit plusieurs fois, et selon le calibre aussi. Donc on prend d'abord plus 70 mm, on trie, et ce qu'on appelle les écarts de tri, donc si elles sont un peu abîmées, si elles sont tachées, si elles ont de la tavelure ou autre. Enfin, en gros, si commercialement elles sont plus dures à vendre, il y a aussi une sélection selon on appelle ça des dépôts, mais selon là où on les vend, quoi, de plus sélectif au moins sélectif. Du coup, à la fin, il y a des pommes qu'on met au jus, qu'on va pas vendre à croquer, quoi. Ça fait pas mal de pommes, parce que déjà rien que les écarts de tri, il y a déjà pas mal de voir au moins 10 tonnes, enfin ouais, j'exagère peut-être, mais au moins 5-6 tonnes, rien qu'en écart de tri. Quand les pommes elles sont tombées à terre, on les récolte pas non plus pour les pommes à croquer. On les met direct aux pommes à jus. Et là, pareil, il y avait au moins 3-4 tonnes, 5 tonnes qu'on a mis direct jus. Et 2 kg de pommes, ça fait 1 litre de jus. Je vois que l'entre-rang n'est pas taillé, c'est tout en herbe haute. Est-ce que vous passez quand même un coup de gyrobroyeur ou quelque chose entre les rangs ou pas du tout? Alors normalement oui, cette année en fait il y a très peu de pommes, donc on laisse monter en fleurs et donc comme ça au moins ça peut polliniser un petit peu. Et puis c'est des vieux arbres, on est moins sur la production, etc. Quand c'est des petits arbres en fait ils ont de la concurrence. Nous ils ont 30 ans donc il y a beaucoup moins de concurrence. Sinon normalement quand il y a des pommes en fait on fauche quand même pour aller égrener à un moment donné, parce qu'en juin à peu près en fait normalement on égrène, parce que c'est un peu le même principe que la taille, sauf qu'en fait t'enlèves des petites pommes qui sont en trop dans un bouquet pour avoir une certaine quantité pour qu'elles puissent grossir comme il faut. Sauf que là il n'y en avait pas. Voilà. Donc tu me disais que c'était pas une belle année à pommes, mais visiblement les poires ça va, hein? Les poires ça va, ça alterne beaucoup moins. C'est vrai que c'est assez un peu inexpliqué, pourtant ils sont assez vieux, ils ont plus de 60 ans. On se dit que c'est peut-être l'effet de la route, que ça chauffe, peut-être juste les poires qui sont un peu plus résistantes. Et puis alors là, au niveau de la taille, tu t'en es donné à cœur joie, hein. Là c'est tout taillé de partout, hein. Ouais, cette année on y a été un peu fort aussi. Enfin, faut savoir que la taille, c'est vraiment, ça s'est fait par des saisonniers. Comme on est en pleine transmission, les saisonniers ils changent un peu chaque année. La taille en fait, tu le vois que vraiment au bout d'une année, ton accomplissement. En fait, tu tailles vraiment au début de l'année, dans l'hiver, donc il n'y a rien, quoi, il n'y a pas de feuilles, rien du tout. Et seulement après, tu vois les feuilles, tu vois les fruits, etc. Déjà qu'il te faut 1 an pour voir commencer, et il faut au moins 5 ans en fait, finalement pour être expérimenté, pour avoir un peu tout vu. Là j'ai trop taillé, là j'ai pas assez taillé, pour essayer de se rééquilibrer. Mais les poires s'en sortent plutôt bien. Plutôt bien, oui. Oui. Et puis on a rectifié un peu le tir, mais ça va. Et alors, j'en profite quand on parle de la taille, pour revenir sur le fait que vous soyez repassé en bio. C'est vrai que quand on fait des tailles comme ça, souvent sévères, il y a des risques de maladie. Vous faites quoi au niveau des traitements ici? Alors, on fait les traitements bio depuis 2 ans maintenant. Les poiriers, en fait, justement, c'est assez résistant, et quand on fait du traitement, on fait pour les pommes et on fait un peu pour les poires en même temps. On passe avec un tracteur, avec un pulvérisateur derrière. Les plus gros traitements, en fait, c'est la pluie qui amène, par exemple, la tavelure. Donc une maladie cryptogamique. En ce moment, il y a les carpocaps. Avant, il y avait les pucerons cendrés. Enfin, ça dépend des saisons, donc tout au long de l'année, il y en a. Et en fait, on a des pièges pour un peu voir à quel moment on peut traiter. Par exemple, là, les pucerons cendrés, on a vu que les coccinelles en avaient mangé un certain nombre, et du coup, il n'y a pas eu besoin de traiter à ce moment-là. Je vais te poser 2 questions encore sur le verger. La première, c'est est-ce qu'on en dégage un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est difficile de vivre du verger? Et la seconde, c'est qu'est-ce que tu faisais avant, toi? Alors la première, est-ce que c'est compliqué? Oui, on va pas se mentir. Disons qu'ici, on peut avoir pour un mi-temps
en temps normal. Pour le coup, pour le verger, c'est vraiment par saison. Donc il y a le moment intense où on fait limite 70 heures par semaine avec 8 cueilleurs pendant 3-4 jours dans la semaine. Septembre, octobre, à partir de fin août. Tout le long de la saison de décembre, il y a le tri à faire. Mais ce qui est assez compliqué, c'est aussi de vendre en fait, la commercialisation, parce qu'on doit trier et puis en même temps on doit aller refaire de la commercialisation pour essayer de les vendre le mieux possible au prix qu'il faut. Sachant que comme on a eu une transition, les personnes qui étaient de l'âge de Francis sont aussi parties en retraite. Francis, j'imagine le papa de Simon. Oui, le papa de Simon, oui. On appelle ça des dépôts, donc des magasins de producteurs qui aussi s'arrêtent. Et donc il faut retrouver une nouvelle clientèle, sachant qu'on passe en bio, donc on fait un peu augmenter les prix parce que forcément déjà les traitements ça coûte un peu plus cher même si on en met moins. Il y a aussi plus d'entretien particulier à faire, quoi. Il peut y avoir plus de maladies qu'on ne sait pas traiter en bio. Puis c'est nouveau pour les gens aussi. Finalement, il y a tout qui est un peu compliqué, sachant qu'en plus ça alterne. Des fois il y a des gels tardifs, on a tous entendu parler, donc avec tout ce qui est fruits en fait, tu mises tout sur un certain laps de temps et après tu dois tout vendre. Donc c'est un peu le chocotte chaque année quand il y a du gel ou autre. Il y a le frigo aussi, quand l'énergie elle a coûté plus, plus tôt on vend nos pommes mieux c'est. Mais quand on en a encore en mai ou quoi, il faut savoir qu'elles sont stockées à moins de 3 degrés. Donc c'est pareil, ça aussi ça chiffre. Mais oui, c'est vrai qu'on a du mal à s'en tirer, c'est par saison et donc on est obligé de trouver des moyens, surtout en vente directe, de trouver d'autres revenus. Les pommes, elles sont pas très chères, par exemple, elles sont à 2,50 le kilo grand max, alors qu'il va y avoir des légumes qui sont à haute valeur ajoutée, où tu en as toute l'année, etc. Alors que les pommes, tu qu'un seul moment, il faut réussir à les vendre, il faut en avoir un certain nombre de quantités, quoi. J'en profite tant que t'en es à parler du prix des fruits au kilo. Le kilo de poire, vous le vendez combien? On le vend en fait au même prix que les pommes, pour simplifier. C'est 2,50 TTC voilà, au client final. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que très souvent en interview, je parle d'une pub qui m'a excessivement énervé. C'est une pub qu'on entendait en permanence à la radio de Lidl, qui disait 99 centimes le kilo de poire, Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est un peu dur de répondre à ça, hein. C'est un engrenage en fait. Le prix il est fait par certaines personnes et certaines personnes elles ont été habituées à une certaine gamme de prix. Si elles doivent acheter plus cher, elles ne voudront pas parce qu'elles ont été habituées à ça. Il faut juste voir que le pourcentage de budget réservé à l'alimentation pour les gens, il n'a pas arrêté de diminuer. Maintenant, il a moins de 30%, quoi. Et donc forcément, plus on diminue, plus les prix sont plus faibles. Et plus les prix sont plus faibles, plus on doit importer. Ou alors faire prendre des gros, s'agrandir en fait. Donc c'est un peu ce qui se passe, quoi. En 10-15 ans, là, il y a la moitié des agriculteurs qui partent en retraite, mais on sait très bien qu'il y aura à peine 30% qui seront repris pour garder les fermes de taille moyenne. Mais il ne faut pas se mentir, il n'y aura jamais assez de personnes pour reprendre ces fermes-là. Et donc elles vont s'agrandir. Et le prix, plus il va être bas, moins les gens ils vont vouloir s'installer forcément aussi. Parce que quand tu dois faire pour 1 euro le kilo, vu toutes les choses que tu dois faire, tu es obligé de faire en très grand. Et donc c'est plus vivable pour quelqu'un qui veut essayer de rester entre guillemets à l'échelle humaine et faire de la vente directe, quoi. Et du coup, l'autre question à laquelle tu n'as pas répondu, Quentin, c'est qu'est-ce que tu faisais avant? Avant d'arriver là, je faisais un master en alternance développement local de l'économie solidaire. En fait, il y a plusieurs choses parce qu'il y a l'association que j'ai rejoint il y a 5 ans. Ouais. J'étais en master informatique en alternance et en fait je me sentais vraiment pas là-dedans, mais je commençais déjà à avoir des idées un peu sur l'écologie. Et donc j'ai rejoint ici il y a 5 ans en gros burn-out, donc j'ai quitté tout d'un coup, l'informatique, tout ça. Et j'ai fait du bénévolat pas mal ici. Entre deux j'ai fait d'autres choses, donc j'ai fait un master que j'ai commencé, que j'ai pas fini non plus parce que pareil, je me sentais pas à ma place. C'est une question d'humain en fait tout simplement. Aussi, je suis revenu ici parce que je me sentais à ma place et pour dire le fond du truc, je suis vegan et je suis venu dans une ferme collective où il y a un élevage laitier. Et ça, je le savais. Ça a été pris en compte dans le fait que je me sentais bien ici et que j'avais l'impression de faire quelque chose. Pour l'écologie, pour la société de demain. Et pour moi, on est ce qu'on mange dans tous les cas. Et il faut bien commencer par là. Et même si c'est ultra utopiste, même si on sait qu'il y aura des moments de blues, mais derrière, en fait, faut se bouger, quoi. Voilà. Trop bien, merci Quentin, c'est top. Donc là, on est retourné du côté des vaches. Est-ce que Simon, tu peux nous expliquer pourquoi toi, tu es revenu à la ferme et pourquoi tu as
repris l'élevage aussi. Déjà, on avait créé la ferme un peu collective sur Terre de Sens et du coup, j'ai vu ce décalage entre les gens et les fermes polyculture élevage qui représentent quand même 80% du modèle français. Et du coup, j'avais un peu envie de rapprocher les gens de ce monde-là et puis essayer d'entreprendre en collectif pour essayer de changer les pratiques, mais avec ce qui est existant, plutôt qu'il n'y ait pas de repreneurs sur la ferme. Personnellement, j'aurais fait 6000 m² de légumes et j'en aurais vécu. J'adore le bocage de l'Avesnois, c'est un peu mon terroir et tout ça. Savoir que toutes les pâtures qu'on a autour de nous et le bocage entretenu grâce à nos bêtes, ils partent en champ à patates ou autre chose parce qu'on est proche de la Belgique. Et du coup, ici, il y a beaucoup de pâtures qui sont retournées et transformées en champ. Et ça, c'était un des combats que je voulais garder. Et du coup, nous, on va encore plus loin. On fait du pâturage tournant dynamique. Si vous voulez, on va décaler le fil avec les vaches, avec Anthony, pour vous montrer en quoi ça consiste. Et on essaye de pousser à avoir encore plus de pâture et préserver notre terroir qui est un peu notre identité rurale à nous, quoi. Voilà. Tu rigoles toi parce que tu vois la vache qui s'approche de plus en plus de mon cul? Viens. Elle va me faire un petit bisou? Regarde, si c'est moi qui m'approche, c'est elle qui va avoir peur du coup. Ah non, elle vient. Donc tu te demandes qu'est-ce que c'est que ça, hein? Celle-là, elle est pas chiante. Roukmout, elle t'aurait léché le t-shirt, elle te... Ah ouais? Ouais. Celle-là, elle est peureuse. Pour quelqu'un de peureux, je le trouve très proche de moi. Du coup là, il y a Anthony qui nous a rejoint. Anthony qui s'occupe également des vaches avec Simon, c'est ça? C'est ça. Toi, c'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivé ici? On a lancé Terre de Sens avec Simon et Timothée qui n'est pas présent. Il y a eu une opportunité pour que je rentre en tant que salarié et m'occuper des vaches et puis j'ai accepté le poste. Tu travailles déjà là-dedans? Pas du tout. Avant, j'étais barman. Ah voilà, ça c'est intéressant. C'était ma première expérience dans l'agriculture et puis après, j'ai travaillé dans un établissement scolaire. Donc j'ai surveillé en nuit et puis la journée, j'allais aider son papa à m'occuper du verger de pommes poires. Et le week-end, je venais m'occuper de Terre de Sens avec Simon. D'accord, parce qu'avec Simon, vous connaissez depuis que vous êtes petit, quoi? C'est ça, depuis l'âge de 8-9 ans, ouais, c'est ça. On a fait le scoutisme ensemble. Donc on a monté plusieurs projets ensemble et puis après la fin de nos périodes dans le scoutisme, on a décidé de monter Terre de Sens. C'était un peu la continuité du scoutisme, quoi. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? De relancer un nouveau projet tout simplement. Terre de Sens, c'était l'occasion rêvée, quoi. L'ambiance de la nuit ne te manque pas trop ici? Pas du tout, non. C'est vrai? Non, c'est un autre univers, on est avec des animaux, moi j'adore les animaux, j'ai un chien d'ailleurs, en plus de m'occuper des vaches, donc c'était l'occasion rêvée de continuer un peu avec des animaux, quoi, tout simplement. Et du coup, tu fais la traite 2 fois par jour? Alors, je m'occupe principalement de faire à manger aux vaches, la traite c'est très occasionnel. Je traite peut-être 2 fois par semaine. Je fais tout le reste à part la traite souvent. Et après, quand il y a un creux, quand il y a quelqu'un, là, vraiment, le soir, le vendredi soir, c'est Timothée qui traite. Et comme il a posé un jour de congé, du coup, je l'ai remplacé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait, Anthony? Là, on va décaler le fil. Donc, en fait, on a divisé les pâtures en paddock. Un paddock, c'est pour 3 passages, quoi. Donc, en fait, le 3 passages de quoi? Parce que de vaches. il faut vulgariser, Ouais. Dès qu'on les sort de la traite, on les met dans un nouveau paddock. Ça va les inciter à aller manger de la nouvelle herbe. Après leur passage, on va tout raser et on va récolter l'herbe pour donner aux génisses. Tous les refus, on les donne aux génisses. C'est surtout qu'après, vers juillet-août, l'herbe, il y en a de moins en moins. Et du coup, pour continuer à nourrir les animaux, on leur donne les refus des vaches. Donc là, on leur ouvre et en fait, on... Là, c'est simplement, on va décaler le fil. Voilà, on Donc, décale leur fil, mais quelque part, c'est pour leur offrir un nouveau repas. C'est ça. Voilà. Oui, un gros nœud. Elles vont y aller direct? Logiquement, oui. Logiquement, elles doivent y aller. Ton fil, tu le tires jusqu'au bout, en fait? Là, c'est Simon qui va me dire où je dois m'arrêter. Ah ouais, elles nous suivent. Tu vois? Elles nous suivent. Elles sont attirées par la nouvelle bouffe. Ou par moi, je sais pas qu'est-ce qui est le plus intéressant. T'as vu, direct? Des vraies tondeuses, ces vaches, des vraies tondeuses. En fait, d'abord, elles mangent le meilleur. Après, elles mangent le moins bon. Et après, elles mangent encore le moins bon. Et le fait de leur mettre des mini parcelles tous les jours, elles vont ratisser à ras, comme vous voyez là-bas. Et du coup, après, on laisse l'herbe se reposer pendant, ça dépend, au printemps 24 jours, en été plutôt 1 mois et demi. Et le fait de laisser l'herbe se reposer pendant 1 mois, plutôt que les mettre tout le temps en extensif partout, elles vont toujours avoir la même qualité d'herbe. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le pâturage tournant dynamique. Tout à l'heure, tu nous en as parlé, mais les vaches, elles ont un collier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi elles ont un collier? Le collier, il y aura plusieurs fonctions, mais la base première, elle va détecter la vache quand elle va venir en chaleur. C'est pour voir à quel moment c'est le moment le plus optimal pour venir l'inséminer et du coup refaire un nouveau veau. Parce que sans faire un veau, la vache ne peut pas produire de lait. Et après, elle a d'autres fonctions. On peut voir combien de temps elles mangent à l'oge, si elles sont malades. Donc voilà. C'est un outil, mais il ne doit pas remplacer l'œil de l'éleveur quand même. C'est juste une aide. Mais on doit toujours avoir l'œil quand même sur les bêtes au cas où elles sont malades. Par exemple, tout à l'heure en salle de traite, j'ai vu une vache qui était un peu gonflée au niveau de la patte arrière gauche. Ça, le collier, il ne nous détecte pas. Ça, on est toujours obligé d'avoir l'œil. T'as bien répondu, mais moi ce qui me fait marrer, c'est d'expliquer aux gens comment le collier, il arrive à déterminer que la vache a ses chaleurs. C'est au mouvement de la vache. Une vache qui est en chaleur, elle va être plus nerveuse, par exemple. Elle va être plus agitée. Donc du coup, il va détecter que là, elle est en chaleur. Donc en fait, le collier, il calcule les pas de la vache, quoi. C'est ça.
C'est ça, fou, les pas quoi. de la vache. Pour la santé, si je ne me trompe pas, c'est au niveau de la tête, ça bouge au niveau de la mâchoire, je crois. On les a mis il n'y a pas longtemps, donc je ne le maîtrise pas entièrement, mais c'est pas que les pas de la vache. Pour l'ingestion, c'est 4 mètres de santé. Du coup, c'est que là, elle mange. Et souvent, c'est lui, en fait, c'est un podomètre qui capte ça, le mouvement. Et quand elle rumine, il sent. Putain, tu limites bien, hein. La génération d'avant, en fait, ils devaient observer leurs vaches tout le temps. Et c'est quand même un outil qui nous permet de se libérer du temps, mais il y a quand même le regard de l'éleveur. Mais du coup, c'est vrai qu'on est un peu plus réactif. On gère tous sur nos téléphones, donc ça c'est un outil qui est vachement intéressant. S'il y a un vélage, notre téléphone va prévenir, donc du coup on sait qu'il y a cette bête-là à surveiller. Ça a un petit coût mais qui est vite remboursé, quoi. L'élevage, on le partage tous. Ça veut dire que moi, je suis maraîcher, Quentin, il s'occupe du verger, Anthony s'occupe des vaches. Les traites le week-end, et tout le monde les fait. C'est un peu notre entraide, notre solidarité entre tous. Ça veut dire qu'on s'offre tous des week-ends, parce que sinon, un éleveur, il traite même le week-end, il nourrit ses bêtes même le week-end. Et du coup, nous, en fait, on fait une traite ou deux par semaine pour savoir. Et le week-end, après, on se les partage et tout le monde joue le jeu de faire une astreinte par week-end pour se libérer des vacances et des week-ends. C'est pour ça aussi qu'on met en place des moyens qui font qu'on puisse travailler à plusieurs sur l'élevage. La traite et l'alimentation, c'est des secteurs communs à tout le monde. Peut-être qu'on pourrait expliquer aussi aux gens ce que c'est que ces grosses balles de plastique là qu'on voit souvent dans les champs. C'est des enrubanés, en fait. Il y a la technique du foin, il y a la technique des enrubanés. La technique du foin, il faut souvent avoir des gros stockages que nous, on n'a pas pour l'instant. Donc nous, on fonctionne en enrubané. Donc en fait, c'est comme si on l'ensilait dans un silo, sauf que là, c'est à la taille de la boule. Et ça permet de créer une fermentation anaérobie en l'air et du coup de stocker du stock pour la mauvaise saison, quoi. Et là, du coup, concrètement, les vaches, elles sont passées 2 fois. Et il y a encore des refus qu'elles ne mangent pas. Donc ça, on le met en boule pour faire du stock pour l'hiver. En gros, si je comprends bien, c'est un petit peu comme quand tu étais petit, que tu finissais pas ton assiette et que ta mère disait tu finiras ça ce soir. C'est un peu ça, ouais. Bah ouais, c'est ce qu'elles ont pas mangé. Tu leur dis attends, je vais te la foutre en ballot. Hein, je vais faire une petite sauce, tu vas y voir que du feu, tu y remets dans la bouffe, quoi. Ouais, sauf qu'on les donne aux génisses parce que c'est pas des bêtes productives et du coup, nos vaches laitières, on les gâte. On leur donnerait pas ça. Ah ouais? Mais ouais. Elles prennent le meilleur parce qu'elles sont productives, elles donnent le lait, donc on les chouchoute un peu plus. Et les génisses, elles ont une croissance. Et là, elles sont en pâture, elles n'ont pas de complément, il n'y a pas de souci, voilà. Donc là, Simon, on a fait un petit peu tout le tour, mais il y a une chose qu'on n'a pas montré, c'est la map qui est à la ferme. Et c'est juste là, quoi. C'est dans la ferme, on peut pas la rater normalement. Ouais, tous les vendredis, il y a nos amapiens qui viennent chercher les légumes directement à la ferme et les fruits du verger. C'est les paniers où il y a des légumes qui sont récoltés le jour même, qui sont prêts dans le jardin et il y a un partage de la récolte avec les amapiens. Donc là, tout ça, c'est de la récolte d'aujourd'hui. Voilà, donc cette semaine, c'est des blettes, Donc là, c'est déjà trié. des pois gourmands, des choux pointus de printemps, et des carottes et des navets primeurs, quoi. Et alors, comment ça fonctionne là? Du coup, les gens ils regardent sur le tableau, ils ont soit un grand panier, soit un petit panier, et ils se servent la quantité qui est notée, plus la quantité de fruits selon la saison, quoi. Et du coup, on livre ici et on fait 2 AMAP sur Valenciennes et on est en train de lancer une AMAP sur Lille. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sachant que le concept de nos AMAP, c'est un peu de créer un lien fort entre des paysans et des gens. Et avec les journées collectives chaque mois, les partages lors des AMAP et les événements culturels qu'on fait toute l'année sur la ferme pour essayer de faire un peu un lieu de vie et que chacun puisse l'approprier comme un lieu qui est important pour nourrir les Français, quoi. Du coup, la map, ça vous sert surtout à vendre les fruits, les légumes et les jus. Ouais. Et la partie laitière, comment ça se passe? Il y a une transformation, il y a de la vente directe, qu'est-ce que vous faites? Peut-être un futur projet, on ne peut pas dire l'avenir, voilà. On est en élevage classique, mais il y a une équipe de 3 qui se forme à partir de septembre à l'élevage et on verra quelles dynamiques vont se mettre en place. Parce que pour l'instant, c'est Lactalis qui prend tout ou quoi? Pour l'instant, on est chez Sodial, donc Candia, qui nous prend le lait, on label bleu blanc cœur. Et après, si on utilise une partie du lait en journée collective où il y a quelqu'un qui s'expérimente en fromage et qui fait des fromages à chaque journée collective, mais c'est juste pour nous, pour les repas de la journée collective suivante. Il me semble que tu voulais faire un petit coup de pub pour un petit quelque chose. Ouais. Qui me semble, moi aussi, très important, je crois. Je voulais faire un petit coup de pub sur l'Alterfix qui se passe dans le bocage ornais, qui met un peu en lien des fermes un peu comme nous en polyculture élevage et qui fait la transition entre les générations des fermes qui ne trouvent pas de repreneurs et des jeunes qui pendant 2 semaines et demie se retrouvent en camp avec les cédants, avec les agriculteurs qui cherchent des fermes. Et du coup, ces gens-là, ils se rencontrent, ils visitent des fermes et des fois, juste par les rencontres qui se passent pendant ce camp-là, il y a des reprises de fermes. Je trouve que c'est un beau combat parce qu'à l'heure actuelle, il faut se dire qu'il y a à peu près 3/4 des fermes qui sont en polyculture élevage de notre taille et il n'y a pas de repreneur derrière ou un repreneur pour 3 fermes. Du coup, ceux qui se retrouvent dans notre ferme et dans le fait de reprendre une ferme à plusieurs et tout ça, n'hésitez pas à rejoindre ce type d'initiatives qui existent et qui sont vraiment chouettes pour préserver que ce soit les terroirs d'avant et créer une continuité avec les consommations nouvelles et le combat pour la planète. Bien joué, merci Simon. Rien. C'est cool.